많이 기다렸지 I'm so sorry 나 이제 결심했지 Are you ready 꽤나 길었지 나의 방황이 이제 걱정하지 마 다신 가지 않을 테니 부를 때마다 난 없었지 silence 걱정 마도 착했으니 shall we dance 주변에 들자 이제 내 손 잡아 오늘부터 내가 너 절대로 놓지 않아 시작됐어 둘만의 romance 넌 준비됐어 난 준비됐어 두려움은 없어 모서리 필요 없어 Let's go up up 우리 둘만의 love 시작됐어 둘만의 romance 넌 준비됐어 난 준비됐어 두려움은 없어 모서리 필요 없어 Let's go up up 우리 둘만의 love Never gonna let you go 다시 너를 떠나지 않아 걱정하지 마 baby you are my Citoyens et Y'en a marre au Sénégal et au Burkina Faso aspirent avec impatience à une plus vite descente. Nos objectifs, l'objectif principal, voilà de vie, c'est d'accroître la participation citoyenne de jeunes Congolaises et surtout de la femme congolaise et d'encourager le dialogue entre le jeune et les acteurs tant sociaux que politiques pour améliorer nos vies. Cela suppose que le jeune connaisse leurs droits qui sont liés à leurs devoirs, connaisse les fonctionnements de l'État et les différents niveaux où se prennent les décisions, développe la capacité d'influence sur les décisions publiques afin de s'assurer que le bénéfice au plus grand nombre de citoyens. Ainsi, Philippe fournit aux jeunes Congolais des outils susceptibles de faciliter leur engagement citoyen et l'exercice de leurs droits et devoirs civiques en toute conscience pour apporter un changement positif dans le milieu des vies. Philippe utilise des outils pour permettre une transition de jeunes engagés. Bref, le message que le Filimbi veut passer tient à 3 points. Croire en l'homme congolais, croire que l'homme congolais est capable de réfléchir et d'agir et d'être pragmatique. C'est l'homme en majuscule. Oui, quand je parle de l'homme, je l'ai dit, c'est de jeunes de 16 à 44 ans. Ouais. C'est pourquoi le 14 et le 15 mars 2015, c'est juste une petite histoire, les responsables de plusieurs mouvements citoyens, notamment Filimbi, Lucha et les autres, se sont mis d'accord pour fédérer leurs énergies et réfléchir à la conceptualisation d'une démarche collective pour le partage des expériences similaires menées dans d'autres pays africains comme Y'en a marre au Sénégal et par les citoyens au Burkina Faso. L'atelier suivi d'une conférence de presse et d'un concert populaire devait marquer le lancement officiel du collectif Filimbi. Le 15 mars, après la conférence de presse, une quinzaine de militaires et des hommes civils non identifiés entrèrent dans la salle et commençaient par arrêter d'abord des expatriés. Ensuite, ils ont commencé à arrêter toute personne qui se trouvait là, sans motif ou critères apparents. Les sorts des 2 membres de la Lucha, Fred Paluma et Yves, sera nettement plus préoccupant. Incarcérés le 15 mars 2015, ils ne seront relâchés, ils seront relâchés le 29 août 2016 sur décision de la Cour suprême de justice. Mais après une intense mobilisation internationale et nationale. Et nous profitons pour remercier l'Amnesty internationale parce qu'elle a vraiment fourni un travail de titan pour leur libération. Merci beaucoup. Et dans la foulée, il y a eu Floribert Anzoulouni, il y a eu Franck Otete et Yamo qui ont été contraints à l'exil. Donc jusqu'à maintenant, ils n'ont pas le droit de rentrer au Congo. Et depuis, le gouvernement congolais nous taxe d'un mouvement insurrectionnel, voire terroriste.
Et la question du troisième mandat de Kabila se posa, comme venait de dire mon prédécesseur. Comme il a dit, la population était chauffée à blanc. Tout était mis en place pour qu'il puisse avoir une forte mobilisation. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le président Kabila a usé une fois de plus de stratégie. Il est allé voir la SENCO qui est la conférence des évêques du Congo, pour qu'il puisse jouer des médiations entre son camp et l'opposition. Nous, le mouvement citoyen, nous étions contre ces dialogues-là, parce que nous savions ce qui allait arriver. Mais la communauté internationale a soutenu quand même ces dialogues. Et le 31 décembre, il y a eu un accord qu'ils ont appelé l'accord de Saint-Sylvestre. M. François a bien expliqué quels sont les éléments qui figuraient dans cet accord-là. Entre autres, la primature pour le gouvernement devrait revenir à l'opposition. Il était écrit dans cet accord que l'opposition présente un Premier ministre. Mais le président, avec son camp, ont commencé des manœuvres dilatoires. Ils ont dit que le président a commencé à demander à l'opposition de présenter, dit non. L'opposition a dit, ce n'est pas ce qui était écrit dans cet accord. Ils se sont rabattus à 3 noms. L'opposition a refusé. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans cette stratégie de diviser pour bien régner, le président a débauché quelques membres de l'opposition, notamment l'actuel Premier ministre Tchibala. Pour eux, ils veulent tromper les gens en disant que Tchibala est du rassemblement, de l'opposition. Or, tout le monde sait que Tchibala ne fait plus partie du rassemblement. Il a été viré du rassemblement. Le comité de suivi des accords, qui devait être un organe pour superviser la bonne marche des élections, la tenue des élections, devait revenir et puis toute personne est, comme on dit en droit, à Étienne Tshisekedi. Malheureusement, ces derniers morts le 1er février. Et le pouvoir en a profité pour mettre Olenga Nkoy, qui est entre guillemets un opposant. Or, tout le monde sait qu'Olenga Nkoy n'est pas un opposant. C'est là l'échec, c'est là même l'échec de ces dialogues. Aujourd'hui, on est buté à un problème. Le 31 de ce mois, cet accord devient caduc. Et le président, comme l'a dit M. François, veut un 3e dialogue. Mais nous disons, nous ne sommes pas pour ces 3e dialogues. C'est pourquoi il y a eu ce manifeste de Paris qu'on a signé le mois passé pour demander aux Congolais d'adhérer massivement à ces manifestes pour empêcher qu'il y ait un 3e dialogue et pour empêcher au président de la République de briguer un 3e mandat de fait, parce que la Constitution le lui interdit. Je profite de cette tribune pour souligner que mobiliser au Congo, ce n'est pas facile. Je suis sur le terrain, je sais de quoi je parle. Nous sommes tout le temps intimidés, nos familles, nos proches, nous sommes tout le temps arrêtés. Les cas patents, c'est le Carbone, je ne sais pas si vous connaissez Carbone, Denis. Il a été arrêté, il a été enlevé, parce que ça c'est un enlèvement, avec la fille de Loucha Gloria. On les a incarcérés dans des locaux des services de renseignement pendant des mois et des mois. Imaginez-vous une femme dans ce genre de locaux, c'est terrible. Et ce n'est pas facile, mais l'espoir est permis quand même. Nous sommes sur le terrain, la population est consciente du travail que nous sommes en train de faire, et nous profitons de cette occasion pour remercier la communauté internationale, car grâce à cette communauté internationale, aujourd'hui les mouvements comme Philippe et Loucha sont connus de par le monde. Et le travail que nous sommes en train de faire est apprécié aussi. Mais nous demandons à ce que vous puissiez aller un peu plus loin. C'est-à-dire, nous avons besoin de vos lobbies, nous avons besoin de vos pressions. Si vous ne mettez pas de pression sur Kabila, croyez-moi, il ne partira pas.
Nous voulons qu'il y ait des pressions internes et des pressions externes. Nous ne disons pas que vous allez chasser Kabila. Ce problème, comme m'a dit mon prédécesseur, nous revient. Nous allons le faire. Mais nous demandons, nous avons besoin de votre soutien aussi. Aujourd'hui, si Anjoulou n'est pas venu, c'est parce qu'il est en mission aux États-Unis. Au niveau des conseils de sécurité, il y aura une réunion qui se tiendra sur le Congo. C'est pourquoi il m'a demandé de le remplacer. Et nous continuons à faire des lobbies. Nous félicitons l'Union européenne parce que grâce à elle, il y a eu des sanctions sur certains membres du régime. Mais nous disons que ce n'est pas assez. Il faut continuer. Et nous avons vraiment besoin de votre aide. Je suis un peu désolée parce que j'avais assez plus de temps, donc allons-y directement. On va prendre plusieurs questions à la fois. Et c'est Pauline qui a le micro, on n'a qu'un seul micro, enfin plus ou moins. Et donc, alors, il y a une question là, monsieur. Il y a une question là, l'autre monsieur. Il y a trois monsieur. Ah, il y a quand même une madame. Je vais prendre les quatre personnes là. Donc, le monsieur là, la madame là, ici, et Claudio. Et puis après, j'espère avoir un autre tour. Oui, après tout le monde là. Ok, merci. Merci. Si vous pouvez être concis. Oui, j'essaierai d'être concis. Merci aux trois orateurs. Ma question est effectivement assez brève. Monsieur Ryckmans répond à la négative de la question qui est posée dans le sujet du débat aujourd'hui à propos de la tragédie perpétuelle du Congo et met donc la tentative de perpétuation de Kabila au pouvoir au centre donc, de la crise aujourd'hui au Congo. Et pourtant, j'ai l'impression que aussi bien lui que M. Paulet ensuite parlent d'une crise structurelle beaucoup plus profonde en parlant d'état de droit qui n'existe pas, d'état même qui n'existe pas, d'état patrimonial, de prolongation de l'état colonial même, dans lequel est embarquée même l'opposition, puisque l'opposition devient opportuniste, clientéliste, etc. Donc j'ai l'impression que ces crises structurelles sont vraiment au centre d'une tragédie qui n'est peut-être pas perpétuelle, mais qui quand même se remonte à il y a 50 ou 60 ans, dont le Congo n'arrive pas à sortir. Donc voilà un petit peu mon interrogation qui est un petit peu en porte-à-faux avec ce que vous avez dit, M. Ryckmans, peut-être. Oui, merci pour la parole. C'est Christian, je suis médecin congolais en formation à l'école de santé publique. Je pensais comme madame, je n'ai pas retenu le nom, qu'on en sortirait avec des propositions concrètes. Mais jusqu'à preuve du contraire, je trouve que nous sommes en train de pleurnicher. Nous n'avons pas vraiment eu quelque chose de concret qui nous montre comment est-ce que la population congolaise pourrait sortir de cette situation macabre. En effet, mobiliser au Congo devient un peu difficile parce qu'on vous met même des militaires dans tous les bouts d'avenue à tel point que sortir de sa parcelle lors des manifestations prévues devient pratiquement impossible. Il y a des difficultés de rassemblement, tout ça, c'est vraiment impossible. Et aujourd'hui, je ne sais pas quel serait le mode d'action que Filimbi pourrait utiliser pour peut-être faire un soulèvement populaire. Parce que le régime a la gâchette facile. On tue sans tenir compte de quoi que ce soit. Et la plupart de ces militaires qui viennent pour tuer sont cagoulés. Et on dirait que ce sont des étrangers. Ils ne sont pas des autochtones. Parce que la plupart des garnisons au pays ont été démilitarisés et les gens qui assurent cette police ou bien la sécurité, ce sont des personnes qui sont d'origine étrangère. Et vraiment, j'aimerais qu'on puisse en sortir avec quelque chose de concret. La population doit se prendre en charge, mais quels sont ces moyens-là pour se prendre en charge? Et excusez-moi d'être un peu trop long,
pour revenir un peu, l'actuel président a été placé au pouvoir par les structures internationales. C'était vraiment un gamin, mais les structures internationales l'ont porté jusqu'à ce qu'il soit là parce qu'ils savaient qu'ils allaient le manipuler. Mais aujourd'hui, il ne veut pas quitter le pouvoir. Mais vous, ces structures internationales, allez retirer votre homme et que la population puisse retrouver sa souveraineté. Parce qu'elle est sans pouvoir de pouvoir réagir. Si je ne m'abuse, je ne pense pas que la population congolaise seule pourrait s'en sortir de cette situation. Merci. Il y avait une dame juste en dessous. Mais justement, moi, la question c'était quelles sont les pressions que nous, citoyens, on peut exercer au niveau des pressions internationales. Moi, je fais partie de l'ACAT et je relais les exactions sur une page Facebook, je fais de la publicité. Mais en dehors de ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour nous, en tant que citoyens, pour faire pression Ok, merci. Dernière intervention. Ma question va dans le même sens, mais touche directement à Amnesty. C'est vu de l'extérieur, voyant ce qu'Amnesty a fait ces derniers mois, dernières années, avec certains succès ponctuels, qu'est-ce que vous conseilleriez comme orientation, connaissant la contrainte forte et importante du pouvoir et sa neutralité politique, et les défis structurels qui sont bloqués, qu'est-ce que vous conseilleriez au mouvement Amnesty International pour essayer de faire avancer dans ce peu. Merci. Alors, si vous me permettez, je vais répondre très rapidement sur les questions Amnesty parce que j'aimerais bien qu'on puisse répondre après. N'oubliez pas qu'il y a, il y a le repas et tout ça, donc c'est encore d'autres temps où vous pouvez parler. Répondre à Amnesty. Aujourd'hui, l'université d'été, c'est à la fois l'occasion de comprendre, d'avoir une idée, de savoir l'histoire, de savoir ce qui se passe, parce que pour agir, il faut connaître, il faut comprendre. Et donc, l'objectif aujourd'hui, c'était ça. Mais c'était aussi donner la parole à des gens qui savent ce qu'il est possible de faire, donner la parole à des gens qui se bougent concrètement sur le terrain et à qui Amnesty veut donner de la voix. Et ça, c'est notre engagement, en plus des pétitions, des actions, des rapports, de la recherche, etc. Voilà, ça c'est pour l'action d'Amnesty. Et maintenant, je passe la parole. Je pense que tous les trois, vous voulez dire quelque chose rapidement aussi, ou bien non. En tout cas, je voudrais aussi que Coco puisse parler. Mais si vous voulez conclure, nous avons encore un petit peu de temps. Je suis là, c'est vraiment difficile. Vas-y. Je répondrai premièrement à la première question qui m'a été posée. Comment sortir de cette crise? Ce n'est pas impossible. Il faut garder l'espoir. Comment faire? Il faut sensibiliser. Nous, Filimbi, on ne prône que la non-violence. On ne peut pas prendre des armes. On est un mouvement pacifique. On ne peut que sensibiliser. Or, pour sensibiliser, nous avons besoin de moyens. Mais ces moyens-là, nous n'en avons pas pour le moment. Pour aller au fin fond de la RDC, il faut de moyens. Il faut de moyens de déplacement. S'il n'y a pas ces moyens-là, nous ne pouvons que passer par les réseaux sociaux. Or, au Congo, ce n'est pas tout le monde qui a accès aux réseaux sociaux. C'est ça aussi notre difficulté. C'est pourquoi nous demandons à la communauté internationale, en fait, moi je réponds à la deuxième question qui m'a été posée par la dame, de faire pression. Comment vous allez faire pression? Ici, vous avez cette facilité-là de voir le président, par exemple, ou les commissaires de l'Union européenne, vous avez facilité de voir les décideurs, ce qui n'est pas le cas pour nous, les Congolais qui sommes sur place. Vous pouvez voir des décideurs. Croyez-moi, les sanctions qui sont prises ici ont des effets au pays. Je donne un exemple. Kanyama, c'était le chef de la police de la ville de Kinshasa, a été sanctionné par les États-Unis et je crois par l'Union européenne. On a vu Kabila l'a remplacé par une autre personne. C'est-à-dire que les sanctions ont commencé à peser sur eux. Et après les sanctions, il y a eu un relâchement au Congo. On a pu voir quelques manifestants se manifester, excusez-moi la tautologie. Pourquoi? Parce qu'il y a eu ces sanctions-là. Vous, à votre niveau, vous pouvez commencer à le faire déjà. Voir vos institutions, voir vos décideurs et essayer de les interpeller par rapport au Congo. Par exemple,
la vente des armes. Tout ce qui Kabila est en train d'utiliser aujourd'hui contre la population congolaise ne sont pas fabriqués au Congo, sont fabriqués ici. Si vous faites des lobbies par rapport à ça, qu'on puisse interdire aux pays occidentaux de vendre des armes ou des gaz lacrymogènes au Congo, je ne pense pas que Kabila va en fabriquer. C'est déjà un début. Merci. Vous voulez ajouter quelque chose ou sinon je repasse la parole dans la salle. Les deux, François. Vous relevez, vous avez raison qu'il y a des traits structurels lourds qui se maintiennent. Mais moi, je pense que vous avez raison. Je vois aussi des évolutions et des changements, même dans ces traits culturels, politico-culturels, structurels. Vous savez, en 1960, il n'y avait pas de sentiment national. Hein. Le Congolais était dans son village, il ne pouvait pas bouger. Aujourd'hui, vous avez entendu, le Congolais, il est fier de sa nation et de sa nationalité. On a un simple exemple. Les femmes, elles étaient complètement non éduquées, entre guillemets, non instruites en 1970. Aujourd'hui, les femmes sont très importantes dans des mouvements comme on voit là. Et les femmes, moi, chaque fois que j'ai été en reportage au Congo, leur importance et leur importance dans les actions, dans les collectivités est fantastique. Et dernière chose, le nombre, il y a une élite aussi. Le Congo est devenu indépendant avec 25 universitaires. Aujourd'hui, vous avez partout des médecins, des ingénieurs, des architectes, des gens brillants, mais aussi des gens très ambitieux pour l'avenir de leur pays et qui veulent aussi changer quelque chose, et qui sont contre ces systèmes de corruption. Donc vous voyez, je vois aussi des choses qui ont évolué de manière très forte, et je pense dernièrement, pendant la guerre de 1998 à 2003, la population congolaise, à partir de 2003, a exigé des accords de paix et a fait pression en interne pour pouvoir arriver à ces accords de paix. Ça a provoqué, les négociateurs se sont retrouvés un peu avec la population dans le dos qui disait maintenant ça suffit. Donc vous voyez, il y a quand même des mobilisations extrêmement fortes. Voilà, c'est des nuances. Merci. François, vous voulez rajouter et peut-être reprendre après quelques petits tours de table. Moi, ce sur quoi je voudrais insister, c'est qu'il est illusoire de penser qu'il y a des solutions simples. Alors, si on veut se raconter des histoires encourageantes, allons-y. Maintenant, l'idée, je pense que c'est aussi de voir de manière réaliste la complexité de la situation, et notamment par rapport à ce qu'on peut faire ici, en cherchant à faire pression sur la communauté internationale pour qu'elle prenne des mesures. Il faut faire attention aux effets pervers de certaines mesures internationales. N'oublions pas que Kabila a été mis en place par la communauté internationale, ou en tout cas, il n'a pas été mis en place, mais il a consolidé son pouvoir et atteint le niveau d'hégémonie qui a été le sien de longues années grâce aux ressources que la communauté internationale lui a données. Il a trompé la communauté internationale, il s'en est émancipé aux grandes dames de Louis Michel, son parrain, et de beaucoup d'autres. Et donc, il faut faire attention. Et je pense que si aujourd'hui Kabila a franchi cet étape cruciale de la fin 2016, et qu'il est en meilleure posture aujourd'hui que l'année passée, c'est grâce à la communauté internationale également. La communauté internationale a poussé à mort pour qu'il y ait ce dialogue, elle a poussé à mort pour qu'il n'y ait pas cette grande mobilisation populaire pouvant dégénérer, pouvant faire quelques dizaines, quelques centaines, voire quelques milliers de morts. Elle voulait à tout prix éviter cela pour le coût en termes de vie humaine et pour les conséquences en termes de déstabilisation du pays. Et bien c'est de cela aussi que la population est otage, c'est de ce chantage au chaos auquel participe la communauté internationale. Et effectivement, si la communauté internationale sape les lignes rouges que la population met face à Kabila, le rôle qu'elle joue est pour le moins ambigu. D'autres questions? Il y a monsieur, il y a madame et il y a un autre monsieur. Ok, on va prendre ces trois par... Et madame, on va vite prendre. Oui, c'est vrai, madame, vous aviez... Excusez-moi, vous aviez demandé. Donc madame, monsieur... Oui, on va aller vite. Oui, la madame là. Oui. Merci beaucoup parce que j'ai déjà eu réponse à une partie de mes questions, mais il m'en reste une. On a évoqué tout à l'heure, c'est monsieur
Vous avez évoqué que le Kasaï était à feu et à sang. Voilà. Moi, j'aurais bien voulu un peu d'explication parce que je n'y vois pas clair, alors que j'ai quand même contact avec des personnes qui sont du Kasaï, ici en Belgique, et qui me racontent certaines choses, j'aimerais bien y voir clair. Et une question, pourquoi a-t-on séparé le Kasaï en 3 provinces? Ok, merci. Monsieur... Oui, à côté, rapidement, s'il vous plaît. Oui, je suis en contradiction avec M. Jean Hickmans, dans le sens qu'il dit que la tragédie perpétuelle, il n'existe pas de tragédie au Congo. Mais alors qu'il y a le génocide qui se passe au Congo actuellement. Le peuple congolais est génocidé tous les jours. Vous voyez ce qui se passe au Kasaï. Et vous avez même détaillé qu'il n'existe même pas d'État. C'est le statocide qui se passe là-bas actuellement au Congo. Mais comment vous pouvez dire que ce n'est pas une tragédie? Moi, je suis vraiment en contradiction avec vous. Ok, merci. Perpétuel. On va revenir, merci. Oui, moi je m'adresse à M. François Lepmans directement parce que j'ai fait partie d'une équipe qui travaillons pas toujours au grand jour, mais nous avons souvent un problème des informations et de la documentation concrète. Quand vous abordez un groupe de gens qui a quand même un niveau de réflexion, ils aiment bien s'appuyer sur des éléments tangibles et crédibles. Est-ce qu'à votre niveau, on peut avoir accès à certaines informations ou des documents qui relatent un petit peu la vie du Congo? Merci, monsieur. Madame, ici. Un peu de mal avec ma question. Je pense qu'il y a beaucoup d'ONG, d'ASBL qui sont présentes au Congo dans un but de vraiment aider la population et qui le font réellement, mais dans un contexte politique qui est très très compliqué et qui est tout sauf honnête. Alors ma question c'est est-ce qu'il est possible vraiment d'aider dans ce contexte-là ou c'est pas possible? Parce que peut-être qu'il y a même un effet surnois d'aider la population à survivre et ainsi de moins se révolter contre une situation qui est inacceptable. Voilà, je ne sais pas si je peux comprendre. Merci. Je pense qu'on va en rester là pour les questions. Ah, pardon, excusez-moi, il y avait madame qui avait assisté aussi. Attends, je vais passer le micro. Il est branché? Oui. Ok. Voilà. Ce sera la dernière. Hein. Allô. Voilà. Mon nom est Sonia Pérez. J'ai déjà participé à l'époque à Luxembourg à une conférence concernant les médecins qui réparent les femmes au Congo. Quelqu'un qui a reçu un prix au Parlement européen. Alors, j'avais posé la question à ces gens qui ont donné la conférence de me dire, s'il vous plaît, quelles sont les entreprises qui existent et qui font des monopoles au Congo. Je considère, ça c'est un point de vue tout à fait personnel, qu'en qualité de consommateurs, nous, on aurait le pouvoir, si on connaît ces entreprises qui monopolisent et qui font l'exploitation des Congolais, nous pourrons consommer moins vers ces monopoles et peut-être c'est notre façon de réagir. Mais cette réponse n'a jamais été donnée. Et je sais que le Congo est un pays extrêmement riche. Et les gens qui ont fait cette conférence, ils se sont dit, nous devons partager les Congos si on veut survivre. Et c'est ce que j'avais retenu. Voilà, alors j'espère qu'Amnesty International pourra nous éclairer un peu à cette propos. Quelles sont ces entreprises qui monopolisent les Congo et qui s'enrichissent avec eux. Voilà, c'est tout ce que je dis. Merci beaucoup. Merci. Alors, je propose que vous répondiez pour que vous puissiez quand même aller manger. Il vous reste quelque chose? Voilà. Oui? Ok, 1, 2, 3. Oui. Juste pour terminer, quand même deux choses positives par rapport à ce qu'on peut faire au niveau de l'Amnesty International. Moi, je pense que le fait que certains militants bénéficient d'un regard international de campagne ici, lorsqu'ils entreprennent des actions, lorsqu'ils s'exposent, effectivement, ça permet à des dynamiques militantes de subsister au Congo. Cette protection internationale à laquelle contribue Amnesty, effectivement, c'est quelque chose de concret et globalement, ça marche. La deuxième chose, ce sont les sanctions internationales ciblées, comme l'a dit Coco.
effectivement, au sein des forces de sécurité, il y a de plus en plus de crainte par rapport à l'après-Kabila. Et le fait d'être indexé, comme on dit, le fait d'être ciblé à l'international est quelque chose qui tend à inhiber, à effrayer les responsables des forces de sécurité. Ah, bon, je vais m'arrêter là pour rester sur du positif. Il y a toujours moyen de rentrer un peu dans la complexité, mais voilà, ça ce sont deux moyens d'action concrets qui, je pense, ont des impacts positifs sur la situation congolaise. Merci. François. Mais peut-être pour revenir sur votre question, j'étais un peu provoquant en disant qu'il n'y a pas de tragédie perpétuelle, mais c'est le mot perpétuel qui me dérangeait. C'est pas le mot tragédie. Il y a une tragédie, quand je parle de crises multiples, qui peuvent échapper à tout contrôle, ça me paraît clair. Mais il y en a eu d'autres. Et donc on est sorti. La guerre de 1998 à 2003, on en est sorti. C'est donc le perpétuel qui me dérangeait, pour être très clair. Hein. Et je ne vais pas minimiser aujourd'hui les difficultés. Mais je ne serai pas comme certains Congolais qui disent que c'est pire aujourd'hui qu'en 2003. Ça, je ne serai pas. Parce que c'est différent. C'est très grave, mais c'est différent. C'est aussi pour ça que le mot perpétuel me dérangeait. En un mot. Hein. Alors, effectivement, la situation au Kassai paraît illisible et je ne vais pas commencer parce qu'il nous faudrait une heure. Chers internautes, très chers amis, vous qui me suivez à partir de ma chaîne Diaspora Nabiso Moko, aujourd'hui je reviens encore une fois pour vous parler de l'actualité. Et l'actualité, comme vous le savez, aujourd'hui j'ai voulu insister sur un thème qui est vraiment très important, qui est le pourquoi la République démocratique du Congo demeure une entreprise et une colonie de la communauté internationale. Parce que tout ce que nous sommes en train de faire, c'est comme si nous nous retrouvons en otage. C'est comme si nous sommes vraiment emprisonnés. Et voilà pourquoi je développe le thème d'aujourd'hui. Je me dis, pourquoi notre pays, la République démocratique du Congo, demeure une entreprise, en même temps une colonie de la communauté internationale. Selon Morel, l'État indépendant du Congo n'était nullement un État civilisateur et philanthrope, comme il le prétendait, mais une vaste entreprise privée qui réduisait en esclavage le peuple congolais à des fins économiques. En effet, selon Morel, le roi avait notamment profité de l'expansion de l'industrie automobile pour rentabiliser sa colonie en caoutchouc, en faisant travailler les Africains qui se voyaient rudement traités s'ils n'apportaient pas des quantités suffisantes de caoutchouc. Ils avaient les mains coupées, ils avaient donc, il y avait des enlèvements des femmes, des enfants, ainsi de suite. Ces exactions auraient, selon Morel, ces actions auraient, selon Morel, plus que décimé le pays, allant jusqu'à affirmer qu'entre 1885 et 1908, le Congo avait perdu 40% de sa population. Il voyait comme cause unique de cette situation déplorable les activités du roi, donc du roi belge à cette époque-là. De plus, Morel critiquait l'État indépendant du Congo qui faisait fin des clauses prévues dans l'acte de Berlin du 26 février 1885. Vous vous rappelez, lors du partage de l'Afrique dans cette fameuse conférence de Berlin, qui prévoyait notamment la liberté de commerce dans le bassin du Congo. En outre, la nature même de l'État indépendant du Congo, un État créé de toutes pièces, dirigé par un seul homme, sans la moindre possibilité de contrôle, était insupportable aux yeux de Morel. L'histoire continue au jour d'aujourd'hui de se répéter. En effet, la République démocratique du Congo, notre pays, chers amis, chers internautes, demeure sous le statut de la communauté internationale et demeure en même temps une entreprise ou une zone des intérêts réservés aux étrangers en lieu et place des propres autochtones nationaux congolais. À travers l'exploitation anarchique et le pillage à grande échelle du caoutchouc,
par l'assassinat ou la mise à mort des Congolais qui n'apportaient pas en quantité et en qualité voulue par les colons belges tous les minéraux qu'ils cachaient aux Congolais la valeur et l'utilisation et l'usage de ces derniers. Donc, aujourd'hui, c'est autour des minéraux de sang que l'on appelle communément le coltan, la cassitérite, l'or noir et le pétrole, minéraux utilisés pour la fabrication des ordinateurs, des GSM, des laptops, des appareils électroniques, dans l'aviation, etc., dans la partie orientale et dans la partie est du pays, où sont victimes de massacres, de tueries, d'extermination, de depeuplements systématiques et forcés des autochtones congolais que nous ne pouvons plus hésiter même de qualifier de génocide congolais à grande échelle, mais à basse intensité, que elle-même, la communauté internationale, essaie de faire taire à jamais pour entretenir et pérenniser des situations d'insécurité perpétuelle et infernale. C'est ce que les juristes comme moi qualifient de plan coordonné englobant différentes actions visant à détruire les fondements, les fondations essentielles de la vie des Congolais dans le but d'inhiber les groupes ethniques congolais. C'est ce que nous pouvons appeler au fait la désintégration des institutions politiques, sociales, culturelles, linguistiques, religieuses, existentielles, économiques des Congolais. Ajouter à ces lots, donc je disais, de leur liberté même, de leur santé, de leur dignité humaine. Bref, c'est ce que nous définissons au jour d'aujourd'hui des statocides, ce qu'on appelle en anglais les stétocides, qui s'en prend au-delà des attributs de l'État, à ses fondements, à son existence même, à tous les éléments constitutifs, pouvoir public, souveraineté, indépendance, territoire et population. Donc le stétocide en anglais, comme on dit le statocide, porte atteinte radicalement au droit fondamental de tout État à l'existence. Voilà pourquoi vous voyez aujourd'hui au Congo, l'État n'existe plus. L'État n'existe plus, chers amis. L'État n'existe plus. L'autorité de l'État n'est pas là. L'État n'existe plus. Voilà pourquoi je le définis comme étant le stétocide. Ça porte atteinte radicalement au droit fondamental de tout État à l'existence. Il est comparable à l'atteinte à la vie, donc où on élimine les personnes physiques. Donc c'est un crime matriciel. Le stétocide ne peut qu'être générateur de tous les autres crimes. Donc voilà pourquoi vous voyez au Congo, aujourd'hui on fait face à toutes sortes, à toute une panoplie de crimes, à savoir les crimes contre l'humanité, les crimes contre la paix, les crimes de guerre, le crime d'actes de génocide et de nettoyage ethnique. Donc la multiplication des massacres, viols, déportations des populations congolaises ne peut s'expliquer autrement, chers amis. La prévention d'un hypothétique génocide sert de prétexte pour en commettre un véritable dans le silence ou l'indifférence de la communauté internationale. Mais pourquoi? Pourquoi on n'arrive pas jusqu'au jour d'aujourd'hui à dire qu'il y a des génocides qui se passent là-bas dans le Kasaï où on tue les gens? Au Kivu, n'en parlons même pas. Et même pas loin, même au niveau de la capitale de Kinshasa, ça se passe comme ça. Il y a des gens qui sont tués, qui sont massacrés. Voilà pourquoi je vous dis que ces gens-là qui sont venus là, soi-disant pour vous libérer, ils ne sont pas venus pour vous libérer. Ils sont venus pour vous occuper. Et en vous occupant, voilà ce qu'ils arrivent. Ils amènent avec eux le stétocide. Donc le statocide, donc quelque chose qui s'en prend à l'existence même d'un État. Donc c'est-à-dire que vous allez tout faire, vous battre, faire des efforts, mais eux, ils se sont déjà attaqués au niveau de la tête, du sommet de l'État, pour que l'État n'existe plus. Voilà pourquoi je vous préviens. Il est comparable à l'atteinte à la vie des personnes physiques, donc des crimes matriciels,
Le stétocide ne pouvait et ne peut qu'être générateur de tous les autres crimes, comme je vous le dis. Crimes contre la paix, crimes de guerre, crimes contre l'humanité, crimes d'actes de génocide ou de nettoyage ethnique. Donc la multiplication des massacres, viols, déportations de populations congolaises ne peut s'expliquer autrement. La prévention d'un hypothétique génocide sert de prétexte pour vraiment en commettre un véritable dans le silence ou l'indifférence totale de la communauté internationale. Écoutons ce qu'en dit M. Robert Garreton, rapporteur spécial pour la République démocratique du Congo dans les régions de l'Est qu'occupent les forces, ou qu'occupaient à l'époque les forces rebelles ou d'agression. Les forces armées du Rwanda et de l'Ouganda et du Burundi à l'occasion, ainsi que le RCD, continuent à faire régner un climat de terreur. Comme les années précédentes, la population locale, donc la population civile locale, a été victime de massacres et autres atrocités. Les militaires étrangers agissent en toute impunité. Plusieurs personnes sont mortes sous la torture. La liberté individuelle est violée et au cours de l'année, de nombreux militants d'organisations non gouvernementales ont été placés en détention ou menacés. Il n'existe pas de médias indépendants et les rares informations émanant d'organisations de la société civile sont étouffées. Toute dissidence ou opposition est qualifiée d'incitation au génocide. Donc, de actes des journées de réflexion du 5 et 6 octobre 1998, à cette époque-là, sur la guerre d'agression contre la République du Congo et d'interpellation du droit international, département du droit international public et relations internationales, faculté de droit, université de Kinshasa. Ça, c'est entre parenthèses. Ça, c'est entre parenthèses. Voilà pourquoi je vais aller vite en besogne pour vous développer. Des attaques ont été lancées contre les paroisses et des établissements religieux. Des prêtres, des pasteurs ont été vraiment assassinés. Des assemblées religieuses ont été interdites et l'archevêque de Bukavu s'en vu empêché d'exercer ses fonctions. Ça, c'était à cette époque-là, comme le dit le rapport de Garreton. Faudra-t-il combien de victimes pour que la communauté internationale s'en mêle, quoi? Combien de temps faudra-t-il atteindre encore pour que le cri du Congo et des Congolais soit enfin entendu et que les larmes de ses filles et fils se sèchent? C'est la quête des réponses à ces interrogations et à bien d'autres dont formule la mémoire des Congolais qui justifie cette étude. Voilà pourquoi. Voilà d'où vient la responsabilité de protéger. Qu'est-ce que la responsabilité de protéger? Comme je l'ai toujours dit dans différentes interventions que je passe, que j'ai fait avant de passer aujourd'hui. Je dis toujours que la responsabilité de protéger ou la responsabilité de protéger et la doctrine est un concept de l'État et la responsabilité internationale pour les citoyens qui a été adopté par le sommet des Nations Unies du 60e anniversaire. Les États de la doctrine, donc chaque État a la responsabilité de protéger ses populations du génocide, des crimes de guerre, le nettoyage ethnique et les crimes contre l'humanité. Nous acceptons cette responsabilité et agirons en accord avec elle. Donc avec elle, la communauté internationale à travers les Nations Unies a également la responsabilité d'aider à protéger les populations contre le génocide, les crimes de guerre, le nettoyage ethnique et les crimes contre l'humanité. Dans ce contexte, nous sommes prêts à prendre des mesures collectives d'une manière opportune et décisive par l'intermédiaire du Conseil de sécurité conformément à la charte, y compris le chapitre 7. Lorsque ces moyens pacifiques se révèlent inadéquats et les autorités nationales sont manifestement pas dans la mesure d'assurer la protection de leur population du génocide et des crimes de guerre, du nettoyage ethnique et des crimes contre l'humanité, eh bien, essentiellement, la responsabilité, je reconnaît que
alors que les États souverains sont indépendamment en charge de leurs propres citoyens, devraient-ils ne pas parvenir à protéger leurs citoyens contre les massacres, que ce soit internationalement ou par leur incapacité d'agir? Il est de la responsabilité de la communauté internationale, comme je le disais, en tant que capitale, de protéger tous les citoyens du monde. Tous les citoyens du monde. Lorsque, au niveau national, au niveau des États, il y a des failles, cette responsabilité-là revient maintenant à la communauté internationale en tant que capitale. Quelles sont les responsabilités de la communauté internationale en vertu de la responsabilité de protéger? En vertu de la responsabilité de protéger, la communauté internationale a 3 principales responsabilités. Il y a 1. La responsabilité de prévenir. 2. La responsabilité de réagir. Et 3. La responsabilité de reconstruire. La responsabilité de prévenir, la prévention. Et secondo, la responsabilité de réagir, donc directement, d'entrer dans le vif du sujet. Et la responsabilité de reconstruire. Ici, on trouve par exemple, il y a des destructions, il y a eu vraiment des anomalies. C'est la responsabilité de la communauté internationale de reconstruire. Selon la doctrine responsabilité de protéger, la priorité numéro 1 et la responsabilité de la communauté internationale est la prévention. C'est la prévention d'abord. Et la prévoyance, on peut ajouter ça comme ça. La communauté internationale a l'obligation de passer le plus de temps et des ressources à faire en sorte que les conflits et les crises soient empêchés ou interrompus avant le génocide ou des atrocités de masse se produisent, quoi. Si le conflit dégénérait, la communauté internationale a la responsabilité de réagir. Lors de la réaction à une atrocité de masse, la communauté internationale est toujours, la communauté est toujours, la responsabilité de la communauté internationale est toujours de commencer avec les mesures les moins intrusives et coercives possibles. L'intervention militaire, ça je veux vous le rappeler, l'intervention militaire ne doit être utilisée sauf si absolument nécessaire, donc en dernier recours, en dernier ressort. La responsabilité de les protéger ne reconnaît que l'intervention militaire est nécessaire parfois, mais affirme que l'intervention militaire ne doit pas être utilisée s'il est juste causé et tous les principes de précaution sont respectés. Si l'intervention militaire n'est pas vraiment requise en ce sens-là, donc la communauté internationale a la responsabilité de reconstruire après l'intervention qui a eu lieu et d'apporter l'aide dans la récupération et la réconciliation, ainsi que directement traiter la cause et de la nécessité d'une intervention militaire en premier lieu. Voilà. Ce qui constitue comme juste cause pour l'intervention militaire, ce sont les principes de précaution. L'international group crise résume juste cause d'une intervention aussi grande que la perte à l'échelle de la vie, qui est donc le produit soit d'une action délibérée de l'État ou de la diligence de l'État ou de l'incapacité d'agir ou d'une défaillance, comme je vous l'avais dit, de l'État où en grande échelle le nettoyage ethnique est commis. Donc c'est ça. Encore une fois, l'intervention. Donc comme je me disais, encore une fois, l'intervention militaire ne doit être utilisée qu'en dernier recours, comme je vous ai dit. Donc il faut non seulement que ces conditions existent, mais toutes les autres options devront être épuisées. Lorsque l'on considère une intervention militaire, il y a des principes, des précautions qui doivent être examinés, tout comme les règles de la guerre. Avant de décider d'intervenir, la communauté internationale doit être sûre qu'il
ont les bonnes intentions à l'esprit, il n'y a pas d'autres options à gauche que les moyens d'intervention soient proportionnels aux crimes commis et qu'il y ait une chance raisonnable du succès. Il faut apaiser ça. C'est parce que aujourd'hui les guerres sont réglementées. C'est pas comme d'autres populations qui font des guerres n'importe comment, à l'emporte-pièce. Mais aujourd'hui les guerres sont vraiment réglementées. Les règles sont réglementées ces derniers temps. On ne fait pas seulement des guerres pour faire. Donc il est également important de reconnaître que le pouvoir d'intervenir doit, dans la plupart des cas, venir du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc c'est ça. La politique américaine du 3e millénaire est fondée sur la domination du monde et pensée et conçue par la CIA et le Pentagone avec le financement des multinationales. Parmi elles, on trouve le complexe militaro-industriel qui vend des armes de par le monde fondé sur l'utilisation de la force, quel que soit le contexte et l'espace. Car pour les États-Unis, les vies humaines sont moins importantes que la raison d'État. Il s'agit de la politique étrangère des États-Unis d'Amérique. C'est ça la politique des États-Unis. Cette nouvelle politique américaine n'est qu'une copie mieux élaborée du 3e Reich allemand dans laquelle Hitler avait promis d'imploser la Yougoslavie et la Tchécoslovaquie. Il avait également promis de faire des Noirs, des Tiganas, des Arabes et des autres sous-races des combustibles pour les hauts fourneaux des industries allemandes. C'est ce que nous vivons à l'heure actuelle, où les États-Unis et leurs alliés européens ont pris en compte et adopté les données racistes de cette politique hitlérienne. On voit tous les jours l'application de cette politique raciste dans le monde. En Palestine, les Arabes sont tués chaque jour, de même en Irak et en Afghanistan. En République démocratique du Congo, l'élimination physique de la race bantoue par la race nilotique est encouragée par les Américains et leurs alliés européens. Voilà pourquoi nous ne cessons de le dire que la traite et l'extraction des minéraux comme la cassitérite, le coltan, l'or, etc., dans l'est de la République du Congo, ainsi que les guerres à répétition, ainsi que les conflits de tout genre entraînent le dépeuplement de la région des Grands Lacs en diminuant les densités de population par kilomètre carré. Notre analyse, mon analyse de cette situation est telle que dans cette partie, non seulement dans cette partie est, mais dans toute l'étendue du pays, si l'on ne fait pas attention, en tout cas, les guerres à répétition ainsi que les conflits de tout genre entraînent le dépeuplement, comme je le disais. Donc si on ne fait pas attention avec tout ce qui se passe là, la balkanisation risque de s'installer au profit des voisins qui nous attaquent à longueur de journée, cherchant à nous disloquer afin de garantir leur convoitise sur nos terres. L'Europe, soi-disant le vieux continent, jusqu'au jour d'aujourd'hui, continue de garder son ossature, de se préserver en royaume d'antan. Nous citerons ici, à titre d'exemple, le royaume de Belgique, le royaume de pays scandinaves, le royaume d'Espagne, la principauté de Monaco, ainsi de suite, le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, bon, essayons de voir aussi, il y a le Brexit qui va amener la balkanisation de l'autre côté. Nous ne le souhaitons pas, mais c'est à eux-mêmes de sauver leur propre balkanisation parce que l'Écosse va quitter. Eux, ils vont quitter l'Europe, l'Écosse aussi va quitter. Voilà pourquoi je vous dis que, en voulant provoquer des guerres chez les autres ou les balkanisations chez les autres, mais regardez vous-même, est-ce que vous prenez une bonne politique, une politique de cohésion? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Voilà pourquoi j'ai dit tous ces royaumes-là, d'antan, scandinaves, d'Europe, tout ça, avaient déjà perdu son ossature avec les différentes colonisations venues d'Europe après la conférence de Berlin de 1884 à 1885, qui avait décidé de son partage. Ma conclusion
et que nous ne devons pas faire de la découverte de nouvelles minéraux, dans notre territoire, la République du Congo, des nouvelles ressources minières en Afrique et généralement en particulier en République du Congo comme des prétextes de déstabilisation, des prétextes de déstabilisation, de dislocation, de balkanisation d'un État comme le cas à l'Est ou dans le Kasaï ou encore dans le Bas-Congo. Seulement au point où nous sommes parvenus, dans notre pays, il est impératif d'être entouré des gens qui veulent, qui prônent l'unitarisme, l'unité, qui prônent l'unité. Donc, vu l'urgence de toute la situation combien alarmante qui se passe dans notre pays, la République du Congo, dans toutes les provinces, vraiment, nous de la diaspora, nous sommes appelés à mener des actions concomitantes pour lancer un message vibrant de paix et de soutien vers les populations locales du Kasaï, du Kivu, du Congo central, de l'Équateur, du Katanga, de la province orientale, de toute l'étendue du pays, contre le plan macabre d'émiettement et d'occupation de notre territoire. En effet, l'intégrité de notre territoire, de notre pays, n'est pas négociable. L'unité et l'indivisibilité de notre pays demeurent intactes et doivent rester comme telles. Nous nous attendons donc à des sanctions. Les sanctions sont en train de pleuvoir déjà, ce qui est une très bonne chose contre toutes ces autorités-là qui veulent nous diriger par défi, qui veulent vraiment saccager, qui veulent saboter en fait le pays, qui veulent saboter l'économie, qui veulent saboter tout. Voilà pourquoi je vous dis que c'est très très important. Avec qui est-ce qu'on va travailler? Avec ces gens ici qui nous amènent le statocide. Donc ils s'attaquent à notre État. Donc l'État congolais n'existe plus et n'existera plus jamais. Si nous voulons que l'État congolais puisse avoir des lendemains meilleurs, nous devons commencer à responsabiliser la population. Responsabiliser le peuple. Que le pouvoir appartient au peuple. L'impérium appartient au peuple. N'appartient pas à cet individu-là, à ces groupuscules-là d'individus qui maltraitent la population, qui tuent la population. Non. Voilà pourquoi je vous dis qu'il est temps. Il est vraiment temps que nous nous levions, que nous puissions défendre notre pays et que notre pays ne puisse plus continuer de demeurer une entreprise ou une colonie de la communauté internationale. Tout ce qu'on fait, on le fait dans le cadre de l'accord cadre. De ces accords-là que la population ne connaît ni le fond, ni la teneur de ces accords-là. Vous signez seulement des accords pour signer, alors que la population ne connaît rien du tout de ces accords-là. Voilà pourquoi je vous dis que nous devons nous lever. Ça n'est de trop, nous devons mettre un terme à ça. Nos minéraux, c'est à nous. Notre richesse doit nous aider à nous développer. Comment nous avons tout, mais il y a le Rwanda et l'Ouganda qui nous combattent, qui nous font la guerre, qui pillent nos richesses, qui, dans les grands marchés, là, quand on vend les diamants ou on vend les minéraux, ils se retrouvent là, alors qu'il n'y en a pas chez eux là-bas. Mais allez-y voir, nous sommes piégés. Nous sommes piégés par la communauté internationale. D'où nous devons sortir de cet état-là de colonie de la communauté internationale et des multinationales. Donc c'est un piège. Donc voilà pourquoi j'exhorte mes compatriotes de continuer le combat, de nous battre et de sortir sous le joug de la demeure d'une entreprise ou d'une colonie de la communauté internationale et des multinationales sans scrupules qui viennent dans notre pays que pour piller, pour nous faire du mal, pour foutre de la guerre, de la balkanisation. Voilà pourquoi aujourd'hui le message que j'avais à passer c'est celui-là. Évitons que notre pays puisse continuer à demeurer une entreprise ou une zone ou une colonie de la communauté internationale. Je vous remercie beaucoup et je vous retrouve dans les tout prochains programmes pour que nous puissions développer encore une fois beaucoup d'autres thèmes que je réserve ici la surprise